connais très bien, qui est dans la force de l'âge, qui est un professionnel très expérimenté dans son métier, qui veut tout simplement étendre son activité professionnelle et qui est vraiment perdu, mais vraiment perdu, pour pouvoir discuter avec son banquier. Parce que il veut obtenir, enfin il veut contracter, ou du moins il veut investir quelque chose comme 30 millions de dirhams pour une extension, et il ne sait vraiment pas comment présenter son sujet. Mais c'en est lamentable. Voilà, donc je termine là-dessus. C'est 45 ans, c'est un professionnel de très très bon niveau, c'est une famille, 2 enfants, et c'est quelqu'un qui est responsable sur tout, sauf sur la finance. C'est on va dire, c'est un petit... Enfin, le niveau de connaissance est très faible par rapport au niveau de savoir et par rapport à l'étoffe de la personne. Voilà. D'accord. Merci pour cette, je dirais, ces exemples concrets et ces éclairages. Alors, bien évidemment, l'intention, je dirais, d'enseigner, de faire de l'éducation financière, c'est comme quand on veut faire de l'éducation de l'histoire ou de l'enseignement de l'histoire. Est-ce que quelque part, la manière ne reste-t-elle pas de dévier, de faire dévier par rapport à cet objectif? Je sais que vous avez une formulation, M. Mokhtar, je vous laisse la faire découvrir à l'assistance en termes d'approche pédagogique sur cette thématique-là. Oui, mais alors là, vous allez sur un terrain, un terrain glissant. C'est l'ancien ministre de l'Éducation qui parle. Un terrain glissant. Surtout qu'il y a, c'est vrai, beaucoup de choses à faire. Mais tu as fait une excellente introduction. Je crois que c'est Piaget qui avait dit « Tout ce qu'on apprend aux enfants, on les empêche de le découvrir ». Et je crois qu'avec le recul, on s'aperçoit que c'est une pensée extrêmement profonde. Le fait d'apprendre aux enfants, non pas que les enfants apprennent. Il faut bien dire que, quelque part, c'est contre nature. Parce que, quelque part, lorsque nous naissons, c'est par l'expérience individuelle que l'enfant fait depuis le jour de sa naissance, puisque au début, il n'y a pas de communication sur le plan verbal, que l'enfant commence à apprendre et où il commence à former son intelligence. De même, c'est de la même manière qu'il apprend à marcher, à tomber, se relever. Et tout cela fait partie de cette découverte, je dirais, de la vie. Et tout au long de la vie, on peut apprendre. Maintenant, la question commence à devenir délicate et dangereuse lorsque on veut apprendre aux enfants. Parce qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir des approches, des méthodes pédagogiques, il faut avoir des outils, il faut faire cela tout en laissant à l'enfant sa capacité, je dirais, d'observation, sa capacité, sa curiosité, en lui laissant cette possibilité de découvrir, mais en même temps, en ne l'endoctrinant pas, en même temps, en ne forçant pas sur sa mémoire, en l'amenant à se poser des questions. Et c'est là où les difficultés, effectivement, surgissent, puisque, à partir de ce moment, on introduit un agent externe qui commence, quelque part, à faire, lui, de cet enfant, quelque chose que peut-être, d'abord, cet enfant ne voudrait pas être, et que peut-être aussi que ses parents ne voudraient pas être. Et donc c'est là toute la problématique, aujourd'hui, de l'éducation. Elle est vieille comme le monde, mais elle se pose aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité, parce que notre monde a changé, parce qu'il est différent, parce que les contraintes et les défis sont autres, et parce que nos jeunes aussi attendent autre chose que ce qu'on leur enseigne aujourd'hui à l'école. Alors, c'est de là que toute une réflexion, je dirais, doit partir. Et concernant donc ce qui nous intéresse ici, qui est la partie éducation, je dirais, financière, et là je rejoins parfaitement, je pense qu'il s'agit plutôt de parler comment inculquer un minimum de culture, de curiosité financière au niveau des jeunes. Ce que je dirais personnellement, c'est que l'expérience d'Injaz est magnifique, tant que ce sont les gens de l'entreprise qui viennent dans les écoles. Et je suis persuadé, je m'excuse auprès des enseignants, le jour où ça devient une matière enseignée, ça sera la fin, je dirais, de l'intérêt, et ce sera la fin de cette matière et de tout ce qu'elle peut apporter aux enfants dans le futur. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. Il y a des choses, bien entendu, que par la force des choses, on peut faire apprendre, mais il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas faire apprendre. Il faut que les gens et les jeunes les découvrent.
Et je crois que c'est un message que je pense important, notamment pour INJEZ et pour tous ceux qui aiment l'éducation, parce que chacun son métier, c'est vrai, mais dans cette matière-là, je crois qu'il y a une large place à la découverte et il faut laisser la chance aux jeunes et aux enfants de la découvrir. D'accord. Découverte, Madame Mamou, pour vous? En fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait dans le programme avec les élèves pour créer leur entreprise, c'est qu'on leur donne juste envie par rapport à notre expérience. Et effectivement, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre et un moyen d'inculquer cette culture, parce que ça ne s'apprend pas, hein, c'est pas un cours, c'est comment trouver une manière de normaliser ce qu'on fait au niveau de l'Jisr, d'essayer de le normaliser dans plusieurs institutions, parce que c'est dommage de le faire uniquement dans les établissements que nous connaissons, mais l'idée c'est de pouvoir, et on n'a pas le choix là aussi, c'est qu'il faut qu'on change la manière d'enseigner. Et a fortiori, quand on va vouloir inculquer une culture que l'enseignant n'a pas. On enseigne des maths parce qu'on a été bon en maths et parce qu'on a fait des maths. On enseigne les langues parce qu'on a fait les langues, on a aimé. On ne peut pas enseigner de créer une entreprise. La personne, enfin, le prof n'a pas étudié ça. Mais donc il faudrait vraiment que la société civile, en collaboration avec l'éducation, parce que nous on ne peut pas, on va être bénévole 1 année, 2 années, 3 années, mais c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment qu'on trouve un équilibre pour le faire, mais par des professionnels. D'accord. Donc vraiment plus d'implication des professionnels. Monsieur Louardi, par rapport à cette question sur le comment. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire dans ce type d'enseignement, il faut qu'on s'inspire de ce qui se fait un peu dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, de manière générale, en fait, il y a l'enseignement théorique de base, mais il y a tout ce qui est enseignement en fait fait par la pratique. Je parle un peu de mon expérience dans l'école où j'étais. Il y avait des échanges avec des écoles allemandes. On était vraiment surpris de voir que les Allemands étaient nuls en maths, mais par contre ils étaient capables de démonter un moteur avec beaucoup de dextérité. Donc c'est parce qu'ils ont appris à le faire. Ils n'ont pas eu un cours sur le moteur à explosion théorique avec des schémas. Ils ont été dans un atelier pour démonter le moteur, le remonter. Et je pense que dans ce type d'enseignement, en fait, il faut, comme l'a dit Madame Mamou, en fait, donner des grilles de lecture qui permettent après aux élèves de s'exprimer en fonction de leur sensibilité pour aller découvrir autre chose par eux-mêmes ou par la pratique. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas en fait s'enseigner de manière théorique. Nous faisons tous de la finance sans le savoir. Aujourd'hui, on peut se poser la question même en tant que parents, est-ce que nos enfants savent ou ont une idée sur le budget de la famille? Comment il est dépensé? Quels sont les postes de dépenses? En fait, on les associe jamais dans ce type de choses, alors que c'est l'éducation financière de base. Donc c'est quelque chose qui doit être de manière, à mon avis, enseigné, mais vraiment par des professionnels et peut-être dans une autre manière, dans des ateliers, avec des jeux de rôle, de manière relativement ludique, en laissant les élèves ou les enfants découvrir eux-mêmes les choses, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on apprenne que l'accès à la connaissance est très facile. Il faut juste donner aux élèves la manière ou les grilles avec lesquelles ils peuvent lire cette connaissance de manière précise. Donc c'est plus un problème de connaissance, puis c'est un problème de faire, d'aimer, de découvrir, à faire de professionnels et à faire de méthodes pédagogiques différentes. J'ai beaucoup aimé aussi votre idée de la famille, le budget. Je pense qu'il y a aussi une notion de tabou dans l'éducation financière, dans les environnements qui sont les nôtres, qui peut être un élément auquel je viens de penser personnellement parce que vous avez fait référence à cet aspect de la famille. Simsnaoui, peut-être sur le comment, un éclairage différent? Sur le comment, puisqu'on est réunis ici pour réfléchir avec le ministère de l'Éducation nationale, INJEZ, les chefs d'entreprise, les éducateurs, quelques jeunes, pour partager. Je pense qu'on peut tout de suite aller vers des propositions concrètes.
À mon avis, la méthode ou la méthode d'approche ou la méthodologie d'approche vient d'être dessinée dans ses grandes lignes par Rachid Belmorsal et partagée également par mes deux amis intervenants. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une discipline à enseigner, c'est plutôt une connaissance à faire découvrir et plutôt de l'intérêt à susciter, mais pour former au-delà un esprit de jeune à la discipline financière. D'ailleurs, discipline financière, le mot discipline est un petit peu antinomique avec ce que nous disons. C'est peut-être pas discipline financière, mais c'est, je dirais, connaissance financière ou analyse financière ou aptitude à intégrer la dimension financière. Voilà, des dimensions financières. Pas forcément pour être chef d'entreprise, mais pour être un bon citoyen, pour avoir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que là aussi, les choses sont, enfin, autant la méthode d'approche est bien claire, bien balisée, autant je dirais, la méthode de mise en œuvre devrait être celle que nous connaissons tous, c'est-à-dire une expérience pilote dans une région pilote avec une population volontaire qui veut aller plus loin dans l'expérience. Parce que tout à l'heure, C. Andalusi disait en 2015, on aurait, donc il donnait un certain nombre de chiffres pour susciter notre intérêt à nous de dire ce n'est pas du temps perdu, puisqu'on est en train de créer un intérêt potentiel pour je dirais des auto-entrepreneurs à l'horizon 2015 avec des chiffres intéressants. Et si on est convaincu, on l'est, aujourd'hui il faut plutôt entrevoir comment concrètement sortir de cet échange avec une idée de référentiel qui permet de cadrer cette expérience. Voilà, il y a aujourd'hui besoin de faire le pas pour opérationnaliser la démarche. Tout à fait. Merci. Alors maintenant que nous avons vu le pourquoi et le comment, la question, je dirais, qui nous a été, le cahier de charge que nous avons reçu de la part des équipes d'Injaz al-Maghrib, c'est de dire quelle est l'importance de cette éducation financière dans l'esprit d'entrepreneurial. Alors, je voudrais partager avec vous et faire un petit peu de pub également à une autre association que connaît très très bien, c'est Abed Andalusi, qui s'appelle la Fondation marocaine de l'étudiant, qui est en fait une association qui existe depuis presque 10 ans, qui permet à de jeunes méritants bacheliers issus des établissements de protection sociale, donc vraiment ceux qui n'ont pas un environnement familial qui peut leur expliquer ce que c'est qu'un compte bancaire, ce que c'est qu'un budget, etc. Dans cette population-là, avec un recul de 10 ans, nos boursiers, parmi les lauréats de nos boursiers, il y en a 8% qui créent leurs entreprises. Mais on s'est rendu compte quand même qu'effectivement, ils n'ont pas, malgré qu'ils aient fait des écoles d'ingénieurs ou des écoles de management ou autres, ils n'ont pas obligatoirement cette base. Donc je voudrais un peu partir de cette table ronde, personnellement, en tant que président de cette fondation, pour dire comment on pourrait aider aussi nos jeunes à découvrir ces connaissances. Alors, concrètement, comment cette éducation financière peut mener vers l'entrepreneuriat? Et là, je commencerai par Madame Mamou, parce que tout à l'heure, c'est Mokhtar voulait le faire, et là, tout bien, Madame Mamou. D'abord, c'est à quel moment qu'on commence à s'en occuper? Est-ce qu'on attend que la personne elle ait fini ses études d'ingénieur pour se dire c'est peut-être le moment de faire le point avec elle sur ses connaissances financières avant de se lancer dans l'entreprise? Donc je pense que c'est trop tard si on y arrive, si on se pose la question après. Et moi je reviens vraiment au cursus. Le cursus, pour moi, tous les cursus d'éducation doivent inclure la culture financière. Elle ne doit pas être uniquement destinée aux étudiants qui font de l'économie, de la finance ou de la comptabilité. C'est vraiment pour moi le minimum vital à donner à tous les étudiants qui sont demain futurs consommateurs et surtout futurs entrepreneurs. Et sans pour autant entendre par le mot entrepreneur celui qui crée son entreprise, mais juste le salarié, le futur cadre, celui qui doit être force de proposition. Et donc pour moi la question c'est
à quel moment il faut qu'on commence à banaliser, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est banaliser la culture financière, ne pas attendre d'avoir fait un bac+5, bac+6 pour se dire, bon maintenant